BFM Business, intégral placement, idée de placement. Et on poursuit sur ce monde de vos placements et on va très longuement s'intéresser ce matin aux problèmes de la retraite et notamment à quelques produits, le PERCO, le PERP, l'article 83. Pour entamer cette édition spéciale retraite quasiment, Étienne Guérin, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le patron de Practice et vous venez régulièrement répondre aux questions de nos auditeurs sur des grandes thématiques. Aujourd'hui, c'est Patrick qui nous écrit, il est expert comptable en Bretagne et finalement, en fait, il nous demande de lui faire un peu la synthèse. Il y a beaucoup de ses clients qui, en cette fin d'année, l'interrogent sur le PERP. Est-ce qu'il faut en faire un? Lequel choisir? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces auditeurs? On va passer par le truchement de Patrick, expert comptable. Alors sur le PERP, la vraie question effectivement de savoir s'il faut en faire un ou pas, on a plusieurs questions qu'on doit se poser là-dessus. Alors, le PERP, déjà peut-être pour le rappeler, c'est un outil d'assurance qui va permettre de se préparer une retraite complémentaire par capitalisation. On est donc bien sur un sujet d'actualité, puisqu'on parlait d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Donc déjà, on a un vrai sujet d'actualité. Donc on prépare soi-même, nous-mêmes, entre guillemets, notre retraite. C'est ça, tout à fait. On l'appelle d'ailleurs un petit peu le fonds de pension à la française. Alors, on utilise parfois cette expression, c'est issu de la loi Fillon de 2003. Et l'idée, c'est vraiment ça, Cédric, effectivement, c'est de dire je vais tous les mois, par exemple, mettre un peu d'argent de côté que je vais faire travailler et je ne vais sortir qu'au moment où j'aurai liquidé mes régimes de retraite, qu'au moment donc de cette liquidation de droit à la retraite, c'est là où je vais sortir mon épargne du PERP, et essentiellement en rente d'ailleurs. Quand on regarde ce PERP, tout le monde ou presque connaît l'acronyme sans savoir forcément ce qu'il recouvre. Quand on se penche un petit peu sur cette question, on s'aperçoit que l'offre est tout de même assez abondante, même si elle est parfois méconnue. Comment on s'y retrouve justement dans toutes ces offres que proposent les assureurs? Alors oui, sur le PERP, ce plan d'épargne retraite populaire, l'acronyme fameux. Certaines mauvaises langues disent que c'est le plan d'épargne retraite patrimoniale. Oui. Parce que finalement, il n'a pas grand-chose de populaire. Oui, bien souvent c'est vrai, parce qu'il faut avoir la capacité pour verser dessus, et puis il faut là aussi que ça puisse présenter un intérêt en forme de rente. On va reparler d'ailleurs des rentes, c'est à mon avis le sujet, puisque la plupart du temps, les questions que les clients se posent, alors soit pour notre ami expert comptable et ses clients, soit eux-mêmes, c'est de se dire quelle est la rentabilité sur le PERP, puis surtout quels sont les frais. Est-ce que j'ai une marge de négociation sur les frais en permanence? C'est notre réflexe un petit peu de client. En tant que conseil, je dois dire que c'est plutôt au niveau de la rente viagère que je devrais tout d'abord m'interroger sur ce placement. Alors, justement, rentrons un petit peu dans le détail. On se constitue un capital, puis on bénéficie de ce que l'assureur nous reverse. Comment ça fonctionne? Détaillez-nous un petit peu ce Alors, la rente viagère, en réalité, alors ce sont effectivement, vous avez raison Cédric, les compagnies d'assurance qui sont habilitées ici à verser des rentes viagères. Ça fonctionne comme de l'assurance vie finalement? Ça fonctionne comme de l'assurance vie, oui, non. Alors sur le véhicule d'investissement, oui, puisque je peux avoir du fonds en euros, je peux avoir des unités de compte, investir sur les marchés actions, sur de la partie immobilière, obligations, etc. Par contre, maintenant, lorsque j'arrive au terme, on va me transformer mon capital en rente viagère. Et comment est-ce qu'on transforme un capital en rente viagère? On regarde votre espérance de vie au moment où vous demandez le service qu'on appelle le service de la rente. Alors un point quand même extrêmement important, c'est de savoir que les assureurs, l'INSEE communique là-dessus, on gagne régulièrement en espérance de vie. On estime que sensiblement, on gagne un trimestre par an d'espérance de vie. Bon. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un lundi matin. Bon, mais ça signifie quoi? Ça signifie que pour des assureurs, plus nous gagnons en espérance de vie et plus pour eux, la durée de service de la rente viagère va être importante. Oui. À titre informatif, en 1950, lorsqu'on avait 60 ans, on avait 17 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on est sur plus de 25 ans déjà d'espérance de vie lorsque l'on a 60 ans. C'est génial pour nous, mais j'ai envie de vous retourner l'argument. C'est un risque supplémentaire ou un risque financier pour les assureurs, non? Complètement. Un vrai risque financier. Et c'est donc pour ça d'ailleurs qu'ils révisent régulièrement leur table de rente viagère en fonction de l'allongement de l'espérance de vie. Et là, bien évidemment, plus les tables sont révisées et plus on gagne en espérance de vie. Révisé, mais ça veut dire qu'on a une garantie quand même, ou c'est un petit peu au petit bonheur la chance, la révision va au fur et à mesure changer la donne pour le client, faut quand même l'appeler comme ça. Bien sûr, pour nous tous clients, ça va changer la donne. Prenons un exemple extrêmement simple. J'avais d'abord les tables prospectives de rente viagère de 1993 où j'avais sensiblement à 65 ans un taux de conversion en rente qui était de l'ordre de 3,65%. Ça veut dire que si j'avais 100 000 euros, on me versait ad vitam aeternam
Bernam, 3 650 € qui allaient se réindexer. On recalcule la table de rente viagère. Imaginons qu'on arrive demain à une rente viagère avec un taux de 3,20%. Ça veut dire que rien que sur votre rente viagère, Cédric, vous avez perdu immédiatement 10% de rendement. Donc le vrai débat, c'est déjà de se dire, est-ce que je peux avoir un actif financier qui me permette d'avoir une garantie en rente viagère ? Ce qui serait magnifique sur le PERP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, il faut, par exemple, faire son marché, comparer toutes les offres et prendre le taux le plus élevé en se disant finalement il va baisser mais je pars de très haut, ou au contraire il faut peut-être prendre celui qui est peut-être moins avantageux aujourd'hui mais qui se montre peut-être plus raisonnable parce qu'il le baissera moins. Comment est-ce qu'il faut? C'est exactement ça. Il faut choisir. Alors déjà le premier point, c'est que contrairement à un contrat Madelin où je peux avoir une rente viagère garantie, ça n'est pas le cas sur le PERP. Donc on regardera toujours quel âge vous avez au moment où vous liquidez votre service de retraite et quelle est la table en vigueur. Premier point. Deuxième point, par rapport à ce que vous dites, c'est extrêmement important. Plus votre assureur va vous proposer un taux de conversion en rente important, et moins celle-ci est intéressante, paradoxalement. Pourquoi? Parce que dans votre rente viagère, l'assureur va tout de suite escompter un rendement financier sur le service de la rente. Si j'ai une rente qui m'est proposée à 3% et une autre à 2%, ça va paraître paradoxal, mais il faut choisir immédiatement la rente à 2% qui va se revaloriser plus vite. Étienne, ça fait 5 minutes qu'on papote sur ce PERP. Vous avez commencé sur les frais, comme bon nombre de vos petits camarades qui viennent parler de produits financiers ici. J'ai l'impression qu'en arrivant au terme de cet entretien, il vaut mieux regarder les histoires de rente que les histoires de frais. C'est exactement ça. Je regarde d'abord dans l'ordre les rentes viagères et ce qu'on me servit, ce qu'on me propose en termes de services de rente, puis bien évidemment les frais, puisqu'il faut pouvoir le négocier, j'en reparlerai sur mon site d'ailleurs de société, puis ensuite ce qu'on appelle l'univers d'investissement, de quelle manière je peux investir. On se rend compte que par rapport à ce que proposent beaucoup, c'est pas si simple que ça finalement. Étienne Guérin pour Practis et ce PERP, mais aussi le PERCO, et puis l'article 83, etc. Reste à la une d'Intégral Placement. Laurence Delin et Christian Fontaine, juste après un petit point sur l'actualité pour continuer à évoquer ces thèmes qui touchent à la retraite. Merci Étienne. Le CAC 40 toujours en petite baisse. Pour le moment, on marque le pas après 6 hausses consécutives à Paris.